BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Alexandra Paget qui nous fera voyager dans le temps, dans l'histoire, et puis Benaouda Abdelhaim avec ses études venues du monde entier. Mais tout de suite, on démarre avec nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique. Alors messieurs, j'attends beaucoup de vous aujourd'hui sur cette thématique qui pose beaucoup de questions, qui est en gros la soutenabilité de la dette publique. Et vous avez choisi deux livres. On commence avec le choix de Christian, La soutenabilité des dettes publiques, un excellent numéro de la revue d'économie financière. Et puis on continuera avec Jean-Marc qui lui a choisi le livre de Bertrand Blancheton chez Duno, La dette publique, ses mécanismes, ses enjeux, ses controverses. Ce numéro de la revue d'économie financière, Christian. Ouais, encore un excellent numéro de la revue d'économie financière, j'ai envie de dire. C'est vraiment une très très bonne revue. Et là, on a une quinzaine de contributions. Franchement, que vous soyez un inquiet ou pas un inquiet de la dette publique, ça va dans tous les sens. Vous trouverez à manger et surtout vous trouverez à réfléchir sur les questions de dette publique. Ça s'ouvre avec une interview d'Olivier Blanchard qui tout de suite nous dit pour apprécier une dette publique, c'est pas tellement dette sur PIB, parce qu'on regarde tout le temps, c'est la charge de la dette qu'il faut regarder. Et donc bien sûr, l'évolution relative aujourd'hui et surtout pour demain du taux d'intérêt et du taux de croissance. C'est-à-dire compléter quelques articles plus loin par la contribution de Patrick Artus qui porte à peu près sur le même sujet. Et là, vous apercevez que vous pouvez penser, par exemple, comme Robert Gordon, qu'on est sur une stagnation séculaire, donc la croissance va rester très longtemps très faible. Et en même temps, pensez comme Patrick Artus que l'excès d'épargne mondiale qui fait tirer les taux d'intérêt vers le bas va disparaître. Donc vous allez avoir peu de croissance et beaucoup d'intérêt, surtout fuyer la dette publique. Ouais. Mais à l'inverse, vous pouvez être un techno-optimiste et penser que nous sommes au bord d'une révolution avec plein de croissance et que l'excès d'épargne mondiale va continuer, avoir très peu de taux d'intérêt et taux de croissance très fort. À ce moment-là, précipitez-vous sur la dette publique. Donc voilà, on a tous ces mécanismes de la dette qui sont là, qui nous permettent de réfléchir sur plusieurs contributions. Autre point d'entrée possible, l'approche historique. Alors, je sais que Jean-Marc aime bien aussi les approches historiques, donc j'ai bien aimé ce papier de François Vels sur la dette publique au 19e siècle. Quand Napoléon prend le pouvoir, en gros, la dette publique sur PIB, c'est 10%. Ouais. Alors, au moment de la guerre de 14, c'est 68% et c'est monté jusqu'à 113. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit deux choses importantes. La guerre 1870, qu'on a perdu quand même, et donc les réparations allemandes, 7 fois le budget de la France, donc évidemment, ça fait grimper la dette. Et puis, le fameux plan Freycinet d'infrastructures publiques, notamment dans le rail, qui va faire exploser la dette. Mais pour de bon, d'ailleurs, Bernard Blancheton, dans son livre, parle aussi du plan Freycinet comme le bon exemple historique du fait que de la dette publique finance de l'investissement public très utile. Et puis, bien évidemment, il y a plusieurs contributions, certaines très techniques et d'autres moins pour dire il faut quand même s'inquiéter, parce que c'est la soutenabilité de la dette publique, est-ce qu'elle est soutenable? Il faut quand même s'inquiéter de la dette publique française. Je laisse de côté les contributions techniques, je m'intéresse à celle de François Ekal, que les gens de BFM Business connaissent bien. Bien sûr. Et grand spécialiste des finances publiques, j'ai trouvé intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, est-ce qu'on peut définir un niveau optimum de la dette publique française? Réponse, non, c'est trop difficile, on ne peut pas. Ok, si on ne peut pas définir un niveau optimum, est-ce qu'on peut définir un niveau autour de laquelle on devrait stabiliser la dette publique pour être sûr qu'il n'y a pas trop de problèmes? Non, on ne peut pas non plus. Deux grosses questions et deux grosses réponses. Donc on pourrait dire, bon, pas de niveau optimum, pas de niveau auquel on peut dire il faut la stabiliser, ça s'arrête là. Et pourtant, François Ekal, ligne d'après, nous dit, mais il faut la stabiliser à notre niveau actuel. Ah bon? Pourquoi? On ne sait pas, parce que François Ekal a décidé qu'il fallait la stabiliser à ce niveau actuel. Un ressenti personnel qui fait qu'il se dit autour de 110, 115%, voilà, c'est à peu près, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ouais. La justification scientifique, on ne l'a pas, mais en tout cas... La peur de l'inconnu, peut-être. La peur de l'inconnu, et du coup, mais tout le reste se déroule, parce que si vous ne voulez pas plus de dette publique, il va falloir, et si vous ne voulez pas augmenter les impôts, il va falloir réduire les dépenses. Et comme dans les grosses dépenses et les dépenses de retraite, la fin du papier, c'est il faut baisser les dépenses de retraite. Donc vous voyez, tout se découle de là, mais même quand vous n'êtes pas d'accord avec les auteurs, ça vous permet de réfléchir. C'est ce qui fait la force de ce numéro. Oui, mais alors, on n'a pas vraiment de réponse, en fait. Est-ce que c'est grave, docteur, la dette publique ou pas? Alors, on n'a pas vraiment de réponse et on n'a pas vraiment de point de vue très original. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Christian, l'article du tout début, qui est l'interview d'Olivier Blanchard, pose bien les problèmes avec la qualité pédagogique et l'intelligence économique qui caractérise Olivier Blanchard. Mais alors après, on a des articles qui sont...
On n'est pas surpris par ce qu'il y a dedans. Hein. C'est solide, c'est intéressant, c'est structuré, mais on n'apprend pas grand-chose. C'est vrai que celui de François Eccal est original, ne serait-ce que je me suis intéressé aussi à la bibliographie. C'est le seul qui ne cite pas 25 ou 50 de ses collègues. Il cite juste les rapports de la Cour des comptes. Il dit voilà, la dette, concrètement, le vécu quotidien de la dette, la réalité de la direction du budget, c'est ce qu'il y a dans les rapports de la Cour des comptes. Et donc, effectivement, il n'y a pas de vraie réponse. Le dossier a été mené avec l'OFCE, donc il y a une tendance un peu au FCE disant la dette c'est bien quand ça investit, mais on ne sait pas ce qui est le bon investissement. Et puis il y a toute cette partie historique que j'ai trouvée alors passionnante. Non seulement il y a celle sur le 19e siècle, il y a aussi celle sur la façon dont le Royaume-Uni a su, grâce à l'émergence d'une structure financière et notamment l'apparition de la Banque d'Angleterre et le fonctionnement de son système bancaire, a su utiliser à fond la dette publique, ce qui lui assurait un investissement particulier, c'était la guerre. Ce qui est bien expliqué, c'est que grâce à cette structure financière, elle a pu financer la guerre dans des conditions plus favorables que son ennemi traditionnel, qui était la France. Est-ce que votre idole Stéphanie Kelton est citée au moins une fois? Justement, ce que j'allais dire, ce qui manque, c'est des points de vue un peu originaux. J'aurais voulu qu'il y ait un article de Stéphanie Kelton, quelqu'un qui a un point de vue original, qui n'est pas... Vous m'accusez de faire de l'économie des années 70. Là, c'est vraiment quand même des économies des années 70. 1770. Alors moi, c'est 1770. Ah oui, moi j'assume, moi c'est 1770. Eux, c'est vraiment 1970. Et à la limite, alors je ne veux pas paraître paradoxal. Mais vous les trouvez un peu trop 20e siècle, quoi. Un peu trop convenu. Et alors je conclure en disant à la fin des fins, comme toujours dans cette revue qui est effectivement d'excellente qualité, il y a un petit article d'actualité, qui est un article sur Proust. Oui, excellent. Génial. Il faut lire dans la revue, quoi qu'il arrive, l'interview de Blanchard et l'article sur Proust. Et sur les placements financiers de Proust. Oui, absolument. C'est ça qui est intéressant. La façon dont Proust s'est fait avoir, enfin, il a perdu beaucoup d'argent en bourse, comment il était extrêmement malhabile dans ses placements, donc passionnant. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après de votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de Olivier Blancheton? Non, Bertrand Blancheton. Donc Bertrand Blancheton, professeur à l'Université de Bordeaux, donc ça c'est déjà un point de vue positif qu'il va avoir. Et puis... Bon, passons. On passe. Allez. Alors, plus sérieusement, donc, il est dans une logique qui est une logique qui se veut beaucoup plus pédagogique. Là, il ne prend pas participe au débat, il exprime effectivement l'état des lieux du dossier sur la dette publique. C'est fait de façon alors très claire. Et au tout début, d'ailleurs, dans l'introduction, il dit bien, il ne faut pas se faire d'illusions, la dette, il y a quelqu'un qui paie. Donc, quand vous annulez de la dette, celui qui était le prêteur paie. Quand vous augmentez les impôts, le contribuable paie. Quand vous faites de l'inflation, tout le monde paie. Donc il y a toujours quelqu'un qui finit par payer. Donc la question qui va se poser, c'est qui, comment, pourquoi, est-ce que c'est utile, est-ce qu'il faut éviter? Et il construit ensuite son raisonnement en exposant donc tous les données théoriques qu'on a, taux d'intérêt égal taux de croissance, il explique la règle, le solde primaire, il explique ce que c'est. Donc là aussi, c'est pas très original, c'est bien écrit. Et il y a un chapitre que j'ai trouvé très intéressant et très original où il dit il y a une version complotiste de la dette. Quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, il revient sur tous les débats qu'il y a eu à un moment donné sur la réactivation autour de la loi de 1973 qui avait modifié le statut de la Banque de France et dont on avait dit qu'elle avait été faite à la demande des banquiers, Pompidou, de Rothschild, arrivant de chez Rothschild, Giscard étant mêlé à tout ça. Et donc, avec comme objectif, effectivement, de vider le trésor public au profit de la grande finance internationale. Donc, il montre tout ça très bien. Il manque un article de Stéphanie Kelton, là aussi. Décidément. Bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'inviter dans cette émission. Christian Chavagneux. Un livre en 3 couches. Une première couche ultra pédagogique, les termes, les statistiques de base, qui détient la dette publique France, etc. Donc une couche vraiment très très claire, très pédago. Et il nous dit une sorte d'objectivité générale. La dette publique, il ne faut pas aller trop loin parce que sinon ça vous pose des problèmes. En même temps, quand les libéraux vous disent qu'il ne faut pas de dette publique, c'est stupide parce qu'il en faut. L'effet d'éviction, si vous faites de la dette publique, tout l'argent qui va financer le public ne finance pas le privé, on n'arrive pas à le mettre en évidence. L'équivalence ricardienne, que Ricardo n'avait pas d'ailleurs soutenue, peu importe, disant que... Pas sous la forme actuelle. Pas sous la forme actuelle en tout cas. Si vous laissez la dette monter, les gens vont bien comprendre que demain ce sera des impôts, donc ils vont retirer autant de l'économie que vous mettez en mettant plus de dettes. La soutenabilité, la France, elle a fait progresser sa dette longtemps.
longtemps, et puis pourtant, il n'y a pas de problème. Donc, c'est effrayant. Il on nous ne dit, sait rien, en fait. Il nous dit finalement, il n'en faut pas trop, mais dire qu'il n'en faut pas, ça va. Ça, c'est la deuxième couche. Non, c'est la première couche, très pédago. Deuxième couche, une dimension historique. Des années 70 à aujourd'hui, la dette publique française a augmenté. Comment est-ce qu'on l'explique? Différents mécanismes, le rôle des banques centrales là-dedans, oui, non. Tout ça resterait vraiment de bonne loi. Il manque juste, je trouve, le manque d'interrogation sur les baisses d'impôts. Si vous inquiétez de la dette, si vous inquiétez de la différence entre les dépenses et les recettes, quand vous avez plusieurs décennies de baisse des recettes, quel impact ça a sur la dette publique? Positif, négatif? Dommage, comme il s'intéresse beaucoup, il développe beaucoup de mécanismes économiques, j'aurais bien voulu qu'il nous développe ses idées là-dessus. Deuxième couche. Mais troisième couche, c'est le mode panique. C'est le mode panique. La dette publique française dans une situation gravissime. La gravité de la situation française. On ne comprend pas pourquoi, tout le reste étant pédago, explicatif, historique, tout d'un coup, c'est comme pour l'article de François Eckel tout à l'heure. On ne sait pas pourquoi il panique. Alors si, il nous dit, regardez, la dette publique française est plus élevée que dans les autres pays riches. Ouais, ok, et alors mon voisin il est 20 cm plus grand que moi et c'est que ça pose quoi comme problème? Il nous dit si, regardez, par exemple, ça veut dire que les étrangers vont détenir la dette publique, ils peuvent nous imposer. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, les étrangers sont en minorité. Oh oui, mais c'est la Banque centrale, donc ça, on ne va pas en tenir compte. Pourquoi on n'en tient pas compte? Ça fait un moment que c'est là, et puis ça va encore durer. Les banques centrales ne vont pas vendre la dette publique française demain matin. Donc non, c'est un élément structurel. Et il se trouve qu'aujourd'hui, structurellement, les étrangers ne sont pas majoritaires dans la détention de la dette publique française. Quand est-ce que les étrangers, les créanciers étrangers, nous ont imposé la dernière fois une politique publique? Jospin a fait les 35 heures sans problème. Emmanuel Macron fait le prélèvement forfaitaire unique qui baisse la fiscalité du capital sans aucun problème. Ce n'est pas les marchés financiers. Voilà. Donc c'est dommage qu'il y ait cette troisième couche, parce qu'avec les deux premières, ça aurait fait, comme dit Jean-Marc, un petit livre d'autoroute sur la dette publique française, sans surprise, mais on aurait pu accepter. Bon, on a beaucoup. Juste une remarque. Il faut qu'on arrête, Jean-Marc. Oui, mais par rapport, une conclusion dans tout ça, un grand absent quand même, c'est l'or. C'est-à-dire que la référence ultime qui était dans la partie historique et qui était la nécessité pour les États, quelque part, de fournir de l'or à leurs créanciers a disparu, et ça, c'est jamais mis en avant. Donc, il manque vraiment un article de Stéphanie Kelton. Non, mais nous sommes dans un océan d'incertitude. Finalement, est-ce que si on dit, bon, la seule certitude qu'on a, c'est que quand on utilise de la dette pour financer de l'investissement, c'est à peu près de l'argent bien utilisé? Si l'investissement est rentable, ce que dit bien d'ailleurs Bertrand Blancheton, c'est-à-dire qu'il y a des investissements qui sont rentables, mais il y a des investissements qui sont faits à perte. C'est l'histoire des ronds-points. Est-ce que s'endetter pour faire des ronds-points, c'est utile? Merci, messieurs. On se retrouve tout de suite avec Alexandra Paget, notre bibliothécaire. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Chère Alexandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre bibliothécaire du jour qui nous ramène en quelle année? 2 décembre 1851. Ouais. C'est une colle. C'est la date du coup d'État du futur Napoléon III. Alors, il est président de la République française à ce moment-là, Louis-Napoléon Bonaparte. Il prend le pouvoir, il instaure le Second Empire. Et Marx intitule son texte, parce qu'on parle de Marx aujourd'hui, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. En fait, il fait référence au précédent coup d'État, c'est-à-dire celui du premier empereur, Napoléon Bonaparte, donc l'oncle de celui dont on parle, coup d'État du 18 Brumaire en 8, c'est-à-dire en 1799, qui a instauré le consulat. Alors, bon, Karl Marx, tout le monde le connaît, mais replacez-nous ce texte un petit peu dans la grande œuvre de Karl Marx. Eh bien, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, en fait, c'est un texte qui était méconnu, certes, mais aussi fondamental, en fait, que le manifeste du Parti communiste ou que le Capital. Il est diffusé la première fois en 1852 dans le premier numéro d'une revue new-yorkaise qui s'appelle La Révolution. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que Marx est journaliste de formation. Il est publié ce texte sous la forme de 7 articles écrits à chaud, quasiment au lendemain du coup d'État. Alors, dès le préambule, Marx se distingue à la fois des invectives de Victor Hugo, donc le fameux Napoléon le Petit en 1852, et de l'objectivisme assez mal maîtrisé, à vrai dire, de Proudhon dans la révolution sociale démontrée par la France, démontrée par le coup d'État du 2 décembre, toujours en 1852. Et en fait, l'idée de ce texte, c'est comment la lutte des classes en France créa des circonstances étranges et une situation telle, Emmanuel Benahouda, qu'elle permit à un personnage médiocre et grotesque de faire figure de héros. D'accord. Et donc le propos de Marx? Alors, le propos de Marx, pour commencer, c'est le bis repetita, les balbutiements de l'histoire, les fameux. Au début du livre, il écrit « Tous les grands événements et personnages historiques se répètent, pour ainsi dire, 2 fois. La première fois comme une tragédie, la seconde
comme une farce. Ah ouais, d'accord. Alors Marx est fondamentalement admiratif de Napoléon Ier, dont il pense qu'il est en fait révolutionnaire et qu'il a changé le monde avec ce fameux coup d'État du 18 Brumaire. Quant à Napoléon III, alors là, il est nettement plus critique. Il est très critique de la Révolution de 48, qui, pour lui, ne fut que retour du spectre de la vieille Révolution. Alors, sa lecture est différente de celle de Victor Hugo et de Proudhon, je vous le disais, qui ont écrit les deux textes majeurs sur ce coup d'État à l'époque, parce que le coup d'État du neveu de l'empereur est vu comme un malheureux concours de circonstances, à vrai dire. Merci beaucoup, Alexandra Paget, de nous avoir replongé au cœur de ces moments tumultueux du 19e siècle. Plus près de nous dans le temps, mais plus loin de nous géographiquement, notre globe-trotter, tout de suite Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on commence par s'intéresser à la transparence du budget de la défense américaine et au coût de la capacité militaire des États-Unis. C'est, semble-t-il, un grand exercice de clarté. L'auteur travaille pour l'American Enterprise Institute, un cercle de réflexion à Washington proche des républicains. Surtout, Hélène McCusker était précédemment chargée des affaires budgétaires du Pentagone, donc elle sait à peu près de quoi elle parle. Elle entend que les États-Unis redéfinissent ce que doit réellement relever de son ancien ministère. Pour cette spécialiste des comptes publics, le budget du Pentagone est tout simplement devenu le bouton facile sur lequel appuyer dès que l'État fédéral cherche à financer la résolution de tel ou tel problème qui n'a à peu près rien à voir avec les affaires militaires. Oui. Alors, selon sa démonstration, sous un aspect strictement facial, les fonds alloués au ministère de la Défense ne cessent de gonfler, mais en fait de moins en moins pour des missions d'ordre militaire et de sécurité nationale. Alors ces calculs, c'est que sur les 773 milliards de dollars de l'exercice fiscal 2023, près de 109 milliards vont aller à des programmes, à des activités qui ne contribuent pas à la capacité militaire. Alors le caractère discrétionnaire de l'attribution de ces moyens fait ainsi que 14% du budget de la défense voté par le Parlement ne va pas servir de près ou de loin à la défense. Ceci posé, pour Hélène McCusker, il ne s'agit pas de réduire les ressources du Pentagone, mais bel et bien de récupérer ces 109 milliards de dollars pour des fonctions centrales de défense. Ce qui, pour donner un ordre d'idée, représenterait un surcroît de l'équivalent de la totalité des budgets militaires cumulés du Royaume-Uni et de la France. Et elle juge tout à fait indispensable de soustraire des comptes de son ancien ministère ce qui doit relever de l'aide à l'étranger, de l'énergie, de la santé ou bien encore de la sécurité intérieure. Les Américains devraient comprendre, écrit-elle, ce que coûte cette priorité obligatoire et exclusive du gouvernement fédéral. Et pour cela, il faut améliorer, selon elle, la transparence et la productivité des ressources allouées au Pentagone. Et oui, parce que ça veut dire que du coup, l'Amérique dépense moins qu'on le croit pour véritablement sa défense. Allez, on s'intéresse maintenant aux entreprises chinoises dans l'exploitation minière en Arctique, Benaouda. Oui, c'est un travail collectif de recherche publié par l'Institut danois d'études internationales, le DIIS, à Copenhague. Patrick Anderson et ses co-auteurs estiment qu'en se concentrant exclusivement sur la propriété d'État chinoise dans les projets d'extraction minière de la zone arctique, c'est en fait rater l'essentiel. La dépendance de certaines entreprises occidentales à leurs partenaires chinois dans ce domaine où chacun en fait minimise la dépendance, la relation de l'un à l'autre. Ce qu'il y a aussi d'instructif ici, c'est que contrairement à ce que l'on peut beaucoup entendre par ailleurs, c'est que ces compagnies chinoises minières ne sont pas de simples rouages dans la politique extérieure de l'État chinois. Elles suivent leurs propres priorités commerciales, je cite, en saisissant les opportunités offertes par le soutien de la puissance publique chinoise. Contrairement à certaines idées reçues, donc, le Parti communiste ne dirige pas d'investissement spécifique, mais conçoit des politiques d'incitation qui encouragent ces entreprises à contribuer aux objectifs de l'État en Arctique. Toutefois, en fonction du resserrement de la centralisation des pouvoirs voulus, conçus par le président Xi Jinping, les entreprises en question pourraient ressentir un besoin accru de justifier leurs activités par rapport aux ambitions présidentielles, aux
ambitions officielles. Une illustration, Shenji Ressources, qui investit dans un projet d'extraction de terres rares dans le Groenland. Ce n'est pas bouclé, loin de là encore, mais quoi qu'il en soit, la société se présente comme la praticienne de l'initiative Ceinture et Route. L'initiative Ceinture et Route, c'est les nouvelles routes de la soie qui ont été lancées en 2013 par Pékin. Ensuite, d'après cette étude danoise, du point de vue de la sécurité des approvisionnements que va entraîner la politique minière chinoise, le fait que la propriété chinoise des mines peut être sous la direction de l'État parti devient moins important que la question du contrôle de la transformation et de la fabrication en aval. Donc, ceux qui transforment les ressources minières, que ce soit des entreprises chinoises ou des entreprises occidentales, autrement dit, le bloc que forme l'Occident ne doit pas se tromper de cible. Passionnant, et on termine avec les résultats définitifs des recensements de 2021 au Portugal. Benahouda, que nous apprennent-ils? Alors c'est un panorama décennal, et le dernier de l'Institut portugais des statistiques rapporte une situation démographique et territoriale de plus en plus déséquilibrée pour ce pays, susceptible d'inquiéter autant les analystes que les pouvoirs publics et en fait l'ensemble des acteurs économiques du pays. Le Portugal a vu sa population diminuer sur la période de 2,1%, avec une répartition de la population de moins en moins élargie, donc concentrée. Rien de neuf sous le soleil, mais la pyramide des âges témoigne surtout de façon frappante d'un phénomène de vieillissement accéléré. Les 65 ans et plus au Portugal forment 23,4% de la population, quand la faiblesse de la natalité, elle s'accentue. Les 0-14 ans, c'est seulement 12,9% de la population. Alors, une des données parmi les plus marquantes, c'est qu'en 2021, il n'y a plus que 91 hommes pour 100 femmes, ce qui reflète, nous dit le rapport, les niveaux de mortalité masculine plus élevés. Et tout ceci signifie que pour une centaine d'individus qui quittent le marché du travail actuellement, seuls 76 y font leur entrée. 10 années seulement auparavant, c'était 94. L'écart est immense. Et déjà alors, l'Institut mettait en garde quant à cette impossibilité de remplacer les forces vives du pays. À côté de cela, le niveau moyen de qualification s'élève de façon accélérée au Portugal. Près de 20% de son peuple a suivi des études d'enseignement supérieur sanctionnées par un diplôme de licence. Cela représente 6 points de plus en seulement 10 ans. Et autre indicateur très intéressant, le taux d'analphabétisme qui jadis fut un fléau ne concerne plus que 3% des personnes recensées. Et une autre évolution dans cet hiver démographique, l'augmentation de la part d'étrangers, elle dépasse à présent les 5%, essentiellement bien sûr des lusophones, ce qui montre aussi que le Portugal est devenu une terre d'immigration. Révolution démographique silencieuse, mais qui a beaucoup de conséquences au Portugal. Merci beaucoup Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quel est votre dernier choix pour aujourd'hui? Je voudrais juste profiter de cette dernière minute pour rendre hommage à Philippe Simoneau, qui nous a quittés le 17 novembre. C'était un économiste, journaliste, qui avait eu son heure de gloire en annonçant, en rédigeant l'article sur l'abandon de la convertibilité hors du dollar en 1971. Donc c'est une œuvre très abondante. Dans ses livres, j'ai choisi les nouvelles leçons d'économie contemporaine, qui ont été rééditées chez Folio, mais il y a une œuvre très abondante et une œuvre très originale. Donc, très libéral autrichien, quoi. Libéral, oui. Alors, à un moment donné, il se disait qu'il était le grand disciple de Condillac. Donc, c'est quelque chose qu'il faut découvrir Philippe Simoneau, et hélas, il nous manquera. Christian Chavagneux. Moi, une étude de la Commission européenne sur les dépenses de recherche et développement des entreprises. Et les entreprises européennes, en gros, c'est 20% au niveau mondial, en chute libre. La Chine, il y a une dizaine d'années, c'était 5%, c'est 15%. Au rythme actuel, dans 2 ou 3 ans, ils auront dépassé les entreprises européennes. Et c'est un gros problème structurel. 1, parce qu'il y a moins d'entreprises européennes qui font de la recherche et développement. Et 2, parce qu'il y en a qui en font à titre individuel, pas plus, pas moins que les américaines ou les chinoises, mais dans les secteurs qui ne sont pas les plus innovants sur le plan technologique. Petit bilan, 6-7 pages, très intéressant. Et moi, je termine avec un livre assez étonnant. C'est un écrivain chinois, Chubo. Au commencement était Shanghai, aux éditions Sidney Laurent. Alors, il est universitaire, il a écrit une dizaine de livres. Et puis, il est retenu à Paris à cause de la pandémie. Et il échange une correspondance avec sa mère qui a 90 ans et qui habite à Shanghai. Et alors, on est plongé au cœur de la ville de Shanghai, autour de la société de Shanghai, de toutes ces évolutions que connaît la société chinoise en ce moment, l'urbanisation
massive, la digitalisation, la hausse des prix de l'immobilier. C'est vraiment une plongée passionnante dans la vie quotidienne des Shanghaïens au moment où le climat social, évidemment, se tend en Chine. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.